À quoi s'attendre dans les mois qui viennent avec la hausse du coût des crédits? Les acheteurs commencent à changer leur comportement. Quel impact pour le marché de l'immobilier? On en parle avec vous, Philippe Salle, Oui. président d'Emeria. Alors, guerre en Ukraine, retour de l'inflation. Quelle perspective pour le marché immobilier, puisque vous avez aussi des agences immobilières? C'est la fin de l'euphorie? C'est clair. Ça, de toute façon, le marché s'est déjà retourné, en fait. On commençait à en voir les premiers prémices, même en Q4, l'année dernière. Donc, avant la guerre. Parce qu'en fait, on a eu une année 2020 en demi-teinte, c'est-à-dire le premier semestre où il ne s'est pas passé grand-chose, puisqu'on a fermé nos agences. On a fermé le pays, d'ailleurs. Et puis, tout d'un coup, on a réouvert, et donc, forcément, ça s'est emballé. Et ça s'est emballé aussi sur 2021. Donc, je pense que l'année 2021, qui était une très, très grande année, est certainement une année un peu atypique, et qu'il fallait qu'on revienne, à mon avis, sur des tendances de long terme, où on est plutôt, en général, entre 900 000 et 1 million de transactions, alors qu'on était monté quasiment à 1,2 million, en fait. Donc là, vous retrouvez en fait l'étiage de 2019, On revient sur les niveaux 2018-2019 qui sont déjà des niveaux élevés en fait. D'accord. Donc certains qui comparent la crise qu'on a pu connaître ou la crise supposée à venir avec les tendances qu'on avait connues au moment de la crise des subprimes qui avait montré un marché des transactions qui s'était écroulé, c'est pas ça du tout ce que vous avez en tête. Les subprimes, c'était une crise de financement. Et on sait très bien que les crises bancaires font très très mal au monde de l'immobilier. Là, on est sur une crise qui est d'ailleurs un peu multiforme. Voilà, parce qu'en fait, l'inflation n'existe pas encore, contrairement à ce qu'on dit. Enfin, on voit dans les prix, mais je rappelle que l'inflation existe lorsqu'on commence à monter les salaires. Ce qui n'est pas encore le cas en France, en tout cas. Est-ce que ça sera le cas d'ici fin d'année ou l'année prochaine? Et donc, forcément, on va commencer à faire un mouvement inflationniste. C'est la grande question de tous les économistes. Et aujourd'hui, personne n'a la réponse, en fait. Mais effectivement, il y a bien une hausse des prix sur certains postes. Voilà. Comme il y a une hausse des prix, hausse des taux, vous le savez très bien, les banques centrales sont en train de monter les taux, donc hausse finalement du coût du crédit, et c'est ça qui effectivement va certainement un petit peu déstabiliser le marché. C'est que simplement les emprunteurs doivent emprunter à plus cher, donc forcément ne peuvent plus emprunter sur certains prix. Oui, justement, donc dans ce contexte, à quoi faut-il s'attendre? Peut-être à une baisse de la demande, puisque justement, ce sera plus difficile d'emprunter, que les prix vont monter, ou au contraire, dans ce contexte économique incertain, est-ce que l'immobilier va pleinement jouer son rôle de valeur refuge? Non, là, je pense qu'hélas, on est plutôt parti sur le premier scénario. La pierre a été refuge quand on était dans un environnement de taux nul. Voilà, parce qu'en fait, il fallait du rendement. Et le rendement, après, quand on n'a pas d'obligation, enfin pas de rendement sur les taux, on a du rendement dans les actions, qui sont forcément plus volatiles, et dans l'immobilier, qui est quand même plus stable. Maintenant qu'on commence à voir les taux remonter, la réponse, c'est qu'effectivement, on peut commencer à avoir du rendement sur les taux. Donc, il va y avoir des arbitrages qui vont être faits, c'est évident. Des grandes sociétés d'assurance et des banques. Et donc, c'est possible que quand même il y ait peut-être un moindre intérêt, en tout cas sur certains grands acteurs dans l'immobilier. Voilà. Il y a quand même une marque française, une spécificité française d'amour pour la pierre. C'est-à-dire que quand on regarde en Europe, ou même aux États-Unis, c'est encore autre chose, mais en Europe continentale, et même si on met UK dedans, c'est encore pire, les Français sont les moins actionnaires quasiment de tous les Européens et le plus investisseurs dans la pierre. Cette marque-là, est-ce que ça a changé au fond ces dernières années? Est-ce que des réformes comme celle de l'IFI ont fait bouger les lignes ou pas tant que ça, et ça reste malgré tout un secteur refuge? On a bien compris que l'immobilier était un peu le parent pauvre du dernier gouvernement, peut-être du prochain aussi d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de ministre, et on en reparlera. Mais non, ça n'a pas trop fait bouger, heureusement. Il y a toujours autant d'investisseurs. On construit à peu près entre 100 et 120 000 appartements par an, et il y a à peu près 50% de ces appartements qui sont achetés par des investisseurs pour la location. Ce taux-là n'a pas vraiment beaucoup bougé, donc il n'y a pas eu de grands sujets. Le vrai sujet, bien sûr, qui arrive maintenant, c'est le fait quand même qu'il y ait une hausse des coûts des matières premières, et donc forcément qui va se répercuter dans les prix, bien sûr, du neuf. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une baisse des prix? Il y aura moins de demandes. Je ne suis pas sûr qu'on va baisser les prix. Alors, dans l'ancien, c'est possible, évidemment. Oui, voilà. je pensais plutôt à l'ancien. Oui, bien sûr. Dans l'ancien, c'est possible. Le fait qu'il y ait moins de demandes, c'est le marché d'offres. Si le nombre d'acheteurs se raréfie, il y aura peut-être forcément une baisse des prix. Il faut savoir aussi que le resserrement, notamment des conditions de crédit, a été aussi acté déjà l'année dernière. C'est aussi, encore une fois, avant la guerre de l'Ukraine, parce que justement, il y avait trop d'emballements, que la Banque de France a donné certaines... direction justement aux établissements bancaires de faire très attention, d'arrêter les prêts où on est à 100%. Voilà, il y a eu quelques contraintes qui ont été mises, à bon escient d'ailleurs, c'est pas le sujet. Mais donc ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a commencé déjà à freiner avant
avant en fait 2022. En fait. Et ça, le seul élément qui peut-être peut venir bouger cette ligne-là, c'est ce qui se passait aux États-Unis, ce que vous disiez tout à l'heure, où les salaires, pour le coup, vont monter. Sont déjà en train de monter fortement, ce qui explique en partie l'inflation à 8. Et ça, on peut l'avoir en France, un mouvement de compensation qui ferait que les salaires augmentant, finalement, ça impacterait relativement peu la demande, parce qu'on retrouverait de la solvabilité pour les particuliers. Tout le problème des entreprises, je pense que je ne parlerai pas pour tous les patrons, mais notre vrai sujet, c'est de savoir si effectivement cette inflation est pérenne ou pas. Et en fait, aujourd'hui, personne ne sait. Parce que si on augmente les salaires et que l'inflation disparaît, on va être pris quand même dans un taux, un étau entre une masse salariale qui aura augmenté et puis des prix finalement qui vont redevenir plus calmes. Et c'est pour ça que je pense qu'on est à peu près tous dans l'attente aujourd'hui. C'est pour ça qu'à mon avis, il peut encore bouger. Bien sûr que du côté des salariés, il commence à y avoir de plus en plus de demandes, qu'il va bien falloir à un moment, bien sûr, répondre. Mais je pense qu'on est tous un peu dans l'expectative de se dire, essayons d'attendre un peu fin d'année 2022 pour voir si vraiment il faut qu'on fasse quelque chose ou pas. Oui, et puis si le ralentissement économique aussi se confirme ou pas. Parce que si l'inflation monte, la réponse c'est qu'a priori, la croissance va forcément être moindre. Ouais. Est-ce qu'on ne s'affole pas quand même un peu trop vite? Là, je vois que les notaires ont dû calmer les esprits sur un possible effondrement du marché parisien. Non, mais il n'y a pas d'effondrement. Je pense que c'est pour ça, mais bon, est-ce que... Ça n'existe pas, l'effondrement. Enfin, ça n'existe pas. Je dis oui, pas il a fallu qu'ils remettent les pendules à l'heure, mais pour le moment, oui. À aujourd'hui, on ne voit pas, enfin en tout cas, là, on est à mi-juin, puisque je regarde à peu près ce qu'on vend, on fait à peu près entre 1000 et 1500 ventes par mois, donc on voit à peu près, il n'y a pas d'effondrement aujourd'hui. Voilà. Et après, il y a des zones qui sont plus ou moins fortes et moins fortes, mais c'est normal, les prix parisiens ont beaucoup augmenté. Donc encore une fois, les choses se restabilisent comme toujours. Donc moins de demandes à Paris, plus de demandes en province, et donc forcément, on voit la hausse de prix qui continue en province et moins à Paris. Oui, il y a eu ce mouvement. Et ça, alors pour le coup, est-ce que c'est lié à la crise du Covid, où on a redécouvert le charme de la province dont je suis originaire? Donc je le dis avec... tous, moi aussi. C'est ça, tous les Parisiens sont de vrais provinciaux. Est-ce que c'est lié au Covid, ou est-ce que c'est une tendance de fond plus marquée, avec un changement dans le nomadisme du travail, y compris le zapping des carrières, où on fait moins carrière, disons, pendant 10, 15 ou 20 ans dans le même groupe, et donc on déménage plus facilement, et où les cellules familiales sont moins localisées auprès des parents, mais où je crois qu'il y a une étude qui est sortie qui a montré que le Covid n'avait eu zéro impact. Voilà, et je pense que c'est vrai. En revanche, le Covid a fait accélérer le télétravail dans les entreprises. Dans le groupe, d'ailleurs, nous, on donne maintenant 2 jours de télétravail par semaine. Alors, pas à tous les postes, parce qu'il y a des postes sur lesquels il faut être présent, notamment quand vous êtes gestionnaire de copropriété. Vous ne pouvez pas vous permettre de travailler de chez vous, il faut être dans les immeubles avec les clients. Mais il y a d'autres postes sur lesquels il n'y a aucun problème. Et ça, pour le coup, ça, on le voit. C'est-à-dire qu'effectivement, certaines sociétés, notamment dans l'informatique, où je vois moi dans mes équipes de technologie, certains leur donnent même 3 jours. Quand vous avez 3 jours de télétravail, en fait, vous pouvez venir un jour à Paris, dormir une nuit, soit chez des amis, soit à l'hôtel, et repartir le lendemain. Donc pour une nuit, vous pouvez commencer à habiter en dehors de l'Île-de-France. Vous le voyez, ça, à Réba, au niveau des déménagements, plus de demandes pour aller peut-être s'installer en province? Alors, et puis justement, cette crise du Covid et le télétravail qui est son corollaire. Alors nous, ça a été assez paradoxal sur notre secteur, puisque en 2020, l'activité était complètement à l'arrêt. 70% des entreprises PME, TPE du déménagement professionnel étaient complètement à l'arrêt, et le bilan est plutôt catastrophique. Mais en même temps, on a eu énormément de demandes, plus de 20% de demandes sur 2020. Sauf qu'ils ont été, les demandes étaient présentes, les devis et le projet a été concrétisé, mais reporté sur l'année 2021. Donc évidemment, l'année 2021 a été explosée. Ce qu'on constate surtout, c'est que les raisons du déménagement ne sont plus les mêmes qu'elles étaient avant. Par exemple, avant, on avait beaucoup de déménagements liés à une mutation professionnelle, des gens qui devaient juste déménager parce qu'il y avait des obligations professionnelles. Aujourd'hui, l'obligation professionnelle vient quand même en second lieu. Le premier choix des Français, c'est de se dire je vais aller dans une région plus chaude, par exemple. Ça fait partie du changement climatique. Ils n'ont pas besoin de bouger parce que dans 10 ans, de toute façon... Dans 10 ans, ça va changer en effet. Mais à Paris. Mais pour l'instant, c'est réel parce que sur 2021, il y a quand même l'étude OpinionV qui dit que 25% des personnes ont souhaité déménager pour rejoindre une région plus chaude. Et d'ailleurs, celle qui est au top du palmarès, en fait, c'est la Nouvelle-Aquitaine.
avec La Rochelle qui gagne vraiment là-dessus, puisque 20% des personnes ont quitté la capitale pour aller en Nouvelle-Aquitaine et 8%, dont 8% pour La Rochelle. Alors qu'avant, on voyait vraiment des déménagements nord-sud et sur les grands axes, les grandes villes essentiellement, donc Lyon, évidemment, Marseille, Montpellier. Puis là, on voit quand même La Rochelle qui ressort pour une raison qui est tout autre. Alors, une autre tendance du marché. Oui, peut-être juste sur le secteur, est-ce qu'il y a des concentrations en vue, de la consolidation encore dans le secteur dans lequel vous opérez Dans le monde de la transaction, quasiment pas. Ouais. Il n'y a aucun rachat entre nous. Enfin, ça se fait très peu. Essentiellement parce que la plupart des réseaux sont des réseaux de franchisés. Ouais. Une nouvelle concurrence est arrivée avec tout ce qu'on appelle les mandataires, les réseaux de mandataires. Donc, en fait, il y a plutôt aujourd'hui des mouvements de plaques entre les réseaux de mandataires, les réseaux de franchisés. Mais il n'y a pas de rachat, on ne voit rien, franchement, il n'y a pas. Et les normes environnementales, ça peut avoir un véritable impact sur le marché ? Oui, ça c'est sûr. Forcément, si vous ne pouvez plus louer votre appartement, ou à un moment, peut-être qu'on vous interdira de le vendre, parce qu'il ne faut pas rêver. Je pense qu'à mon avis, le fil, il faudra le tirer. C'est-à-dire que si on veut responsabiliser les propriétaires, il faudra à un moment les contraindre. C'est ce que j'ai toujours dit aux ministres quand je les vois, c'est que l'effort est quand même conséquent. Faut pas se cacher et voiler la face. Ça va coûter très très cher de mettre des bâtiments ou des appartements un peu, je dirais, verts. Les gens n'ont pas envie de dépenser cet argent-là. Nous, on le voit bien dans les assemblées générales de copropriété. Personne quasiment ne vote. Il y en a quelques-uns, mais c'est anecdotique. Et donc, à un moment, je pense qu'il faudra passer par la loi. Et alors, comme il n'y a pas de ministre, à l'heure où on se parle du logement... Pas encore. Deuxième fois que ça arrive. Si vous étiez ministre du Logement, il faut faire quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Sur le logement, je pense qu'il ne faut pas faire grand-chose, parce que je pense qu'il y a déjà toutes les lois. Voilà. Je pense qu'on a même trop de contraintes, en fait. Je pense que notre pays, de toute façon, souffre du fait qu'il y a un excès de lois. Donc je pense que sur le logement, il n'y a pas de gros sujet. Je pense qu'il y a un vrai sujet aménagement du territoire. Entre-temps, justement, se dire qu'il y a certaines villes sur lesquelles il faut favoriser l'essor et d'autres villes sur lesquelles il faut plutôt désengorger. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion d'aménagement. Sur le logement en tant que tel, après, il faudrait demander aux professionnels. Je ne fais pas partie des promoteurs, mais je pense qu'il n'y a pas de grandes choses à faire. Je pense qu'il faut bien comprendre aussi que beaucoup de mairies bloquent aujourd'hui les permis de construire, notamment des mairies qui ont une étiquette un peu verte, parfois par idéologie, pas forcément parce que c'est bien ou pas bien. Le vrai sujet, en fait, il est local. Voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de sujet. Et le ministre du Logement ne peut rien faire, il a contre ça. Non. On poursuit donc avec vous, Reba Rehman, fondatrice et présidente de Fred Bay. Alors Fred Bay, c'est une plateforme qui met en relation les particuliers et les transporteurs. Le digital révolutionne ce secteur du déménagement. Le marché du déménagement, qui est d'habitude un secteur très dynamique, ça avait repris après le Covid. Mais là, avec les tensions sur le marché de l'immobilier, vous craignez de nouveau un ralentissement ? Oui, et pas que le ralentissement sur le marché de l'immobilier, mais les prix du pétrole, simplement, qui ont un réel impact sur le consommateur final. Donc forcément, ça réduit Alors, c'est ce que je disais, je suis toujours dans le côté paradoxal, mais c'est réel. C'est qu'ils ont envie de partir, ils ont des projets, mais en même temps, ils sont freinés et ils essaient de trouver des solutions un peu plus sur mesure pour se dire comment on peut trouver des solutions qui vont pouvoir satisfaire le porte-monnaie des Français en général. Donc ça, c'est un réel problème aujourd'hui. Ça veut dire qu'en réalité, un panier moyen pour un couple, une petite famille avec 2 enfants pour déménager, c'était 2 500 €. Aujourd'hui, ils sont à 1 800, juste à la reprise avant la hausse des prix du gasoil. Donc ça risque d'être un peu compliqué. Et je rejoins Philippe sur le sujet du vert, où c'est un petit peu compliqué parce qu'on met aussi le transport routier évidemment au vert, sauf que ça risque d'être très compliqué puisque les 600 000 véhicules aujourd'hui existants sont 99% au diesel. Donc avec la loi qui arrive climat, il y a un vrai challenge, un vrai défi, c'est de se dire mais comment en fait on va réussir à passer aujourd'hui des véhicules existants jusqu'en 2040 à des véhicules à l'hydrogène ou à l'électrique, alors qu'on n'est malheureusement pas encore équipé à ça. Donc c'est assez inquiétant. Oui, parce qu'il y a des villes, il y a des métropoles qui ont pris des réglementations où on appelle des zones à faible émission. Le diesel, alors même les constructeurs disent qu'ils ne vont plus en construire à partir de 2035. En tout cas, c'est l'engagement qui a été pris. On verra s'il sera tenu. Comment est-ce que ça va impacter ? Parce que le dernier kilomètre, en règle générale, il est en plein cœur de la zone à faible émission. Donc comment est-ce que le secteur s'y prépare ? Est-ce que c'est un relais ou est-ce que
on va faire du diesel jusqu'à 10 km de la métropole et les 10 derniers, on les fera avec de l'électrique ou de l'hydrogène. Comment ça va se passer ? Mais je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de solutions multimodales. Ça va être certainement une des solutions sur laquelle il va falloir s'y pencher. On n'a pas trop le choix aujourd'hui. Et surtout accompagner en fait, toutes les entreprises dans le monde du transport pour qu'elles puissent, elles, rapidement trouver une solution adéquate de façon économique, mais aussi de façon à s'organiser en interne pour aller faire ces livraisons qui sont de toute façon inévitables. Oui, pour mieux répondre aussi aux attentes des clients, aux nouveaux usages aussi. C'est quand même intéressant de noter qu'il y a près de 3 millions de Français qui déménagent, c'est ça, chaque année, mais ça ne profite pas aux acteurs classiques. Seulement 30% font appel à un déménageur professionnel. Pourquoi ? Donc il y a la question de coût, peut-être, qui là est d'autant plus prégnante avec la hausse des prix, mais est-ce que c'est uniquement une question de coût ? C'est essentiellement une question de coût. Alors, les 30%, oui, ça l'a toujours été. Mais nous, sur Fredbay, justement, on a plusieurs solutions sur la marketplace. C'est-à-dire qu'on répond aussi bien au déménagement premium. Et là, ça rentre dans les 30%. Mais on a aussi une solution très économique où là, on vous propose vraiment un camion avec un chauffeur. Et vous pouvez organiser votre déménagement selon votre portefeuille. C'est-à-dire que la marketplace, vous allez déposer votre demande. Et à partir de là, du coup, on a une panoplie de services qui permet d'attirer les 100% des personnes qui vont déménager avec une solution économique, un peu low cost, premium et standard. Et à partir de là, vous pouvez adapter et choisir le devis qui vous convient en fonction de votre porte-monnaie. Et du coup, parce que là, vous décrivez vraiment la plateforme la plus moderne. Moi qui ai fait quelques déménagements, on voit arriver des types avec un gros camion et on met ça dans les cartons, etc. C'est en version un peu old school. Est-ce qu'il y a une modernisation des pratiques du secteur qui s'est accélérée, alors avec les nouveaux acteurs, avec le digital, avec tous ces sujets qui sont arrivés ces dernières années? Est-ce qu'il y a eu comme Uber a un peu accéléré la modernisation de G7, disons-le comme ça, simplement? Est-ce que c'est aussi ça ce qu'on observe dans le secteur du déménagement, qui a une image parfois un peu vieillot, quoi? Alors, le camion et les cartons, c'est toujours les mêmes. Je vous connais. On a des cartons. Et on les garde, on est très attachés à ces cartons. On a les cartons recyclés maintenant, des solutions de palettes réutilisables, etc. Mais Fredbay, ça existe depuis janvier 2008, donc il y a 14 ans, où on a un peu digitalisé tout ce secteur. L'idée, c'était vraiment d'apporter une solution digitale et d'alléger en fait la recherche fastidieuse de déménagement professionnel. Donc tout se fait sur le digital. Plus besoin d'avoir de prendre les pages jaunes, enfin qui n'existent plus d'ailleurs, mais d'avoir des rendez-vous pour que les déménageurs se déplacent et viennent à la maison, pour qu'ils fassent l'estimation du devis. Tout se fait en ligne directement avec votre smartphone et vous pouvez, une fois que vous avez déposé votre demande en ligne, et dans la minute qui suit, recevoir des devis. Alors, il y a une particularité qui est très importante chez Fredbay, c'est vraiment l'ADN de la marketplace et c'est comme ça qu'elle a été créée. C'est qu'il y a une phrase frappante que j'avais découverte sur l'éducation ministérielle, sur une étude ministérielle, en 2006-2007, qui disait que 25% des camions roulent à vide en France et plus de 50% à moitié remplis. Donc, on a développé une techno digitale qui permet d'optimiser tous ces déplacements et ces espaces vides dans les camions en France et en Europe. Et en parlant des 3 millions de déménagements en France, il faut savoir qu'en Allemagne, par exemple, qui est un marché non négligeable pour Fredbay, il y a 6 millions de déménagements par an pour les Allemands. Donc, elles se développent comme ça, ces plateformes de mise en relation de particuliers, de transporteurs? Écoutez, comme nous, on l'a... Avec le digital, voilà, parce que... On voit des plateformes se développer dans tous les secteurs, donc ça pourrait aussi se développer dans le secteur justement du déménagement. Absolument, sauf qu'on y tient à l'ADN de Fredbay, c'est de se dire que nous, on a un impact environnemental très positif avec ces optimisations, ces remplissages de retour à vide des camions, avec ces places, et si on a un camion de 30 mètres cubes et qu'on n'a que 20 mètres cubes, on va vous trouver en fait une solution pour combler les 10 mètres cubes et donc avoir un impact aussi sur le portefeuille parce qu'en moyenne, les prix sont à 40% moins chers que les prix classiques. Maintenant, c'est une marketplace qui est entièrement technologique, dont on a, avec des algorithmes, avec 14 ans d'expérience, pionnier dans ce domaine-là. Donc j'ai envie de dire que tel que Fredbay propose aujourd'hui, c'est assez unique. Et est-ce qu'il y a une concurrence potentielle sur les sujets notamment liés à la transition écologique du rail, avec un retour du train? On refait rouler les trains de nuit. Il y a une ouverture à la concurrence des lignes, y compris TGV, avec une première ligne
entre Paris et Lyon opéré par un opérateur italien. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'au fond, le rail pourrait venir substituer à nos 99% de camions diesel qui se promènent sur les routes de France ? Alors, c'est une remarque intéressante et c'est là que j'avais parlé aussi du multimodal. Donc, pourquoi pas, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un déménagement, c'est de porte à porte. Et que le rail, ça veut dire que ça oblige à un moment donné quand même de sortir de la maison avec ses affaires, ses cartons, et aller jusqu'au train. Et cette partie-là, ça rentrera toujours dans le déménagement et ça sera toujours indispensable au métier. Oui, parce que quelles sont les attentes justement des consommateurs en matière de déménagement ? Est-ce qu'il y a deux types de consommateurs ? Ceux qui vont faire appel à un déménageur ou à une plateforme comme la vôtre, et puis ceux qui vont carrément louer un camion pour déménager tout seul ? Alors, les deux acteurs existent, mais comme je vous disais, les deux solutions existent sur la marketplace. Aujourd'hui, on a 8000 transporteurs déménageurs professionnels partenaires, français et européens. Donc, ça veut dire qu'on offre en fait tout type de service. Oui, mais en matière de tendance, qu'est-ce que vous voyez comme attente des consommateurs ? Alors, depuis la crise, c'est beaucoup plus du sur-mesure, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de tirer là où ils peuvent. Donc, ils vont prendre un camion avec chauffeur. Ils vont beaucoup appeler les amis, les voisins pour essayer d'aider. Après, il y a toujours des surprises. On a toujours des appels de dernière minute pour dire, le voisin, finalement, s'est cassé le bras parce qu'il arrive avec un bandage le jour J. Voilà, on l'a tous connu, je crois. Donc, voilà, on a toujours des mauvaises surprises, mais la tendance, c'est quand même d'essayer de tirer les prix vers le bas le maximum où on peut. Puis, alors, en France, on a quand même un désavantage qui est réel, c'est la réglementation dans le secteur routier, le secteur du déménagement et du transport, qui est propre à la France. Par exemple, un pays européen étranger, on peut devenir déménageur, transporteur, quand on le souhaite. Il suffit en fait de créer une entreprise et acheter un camion et commencer en fait à faire ces livraisons-là. En France, il y a une réglementation, il y a une licence professionnelle qui est délivrée par la DRE. Il y a un investissement financier à faire lors de la création de l'entreprise. Et malheureusement, nous, ce qu'on a constaté sur la plateforme, c'est que ça désavantage les Français. C'est un handicap. C'est un handicap réel. Donc, malgré mes... excès de normes. Voilà, je disais tout à l'heure. Exactement ça. C'est exactement ça. Je suis pas sûr que ce soit le législateur. C'est peut-être bien réglementaire. Non, je ne dis pas que ce soit le législateur. Mais on est quand même surfait par rapport aux normes européennes. On adore faire ça, comme en France. C'est ça qui est assez étonnant. C'est étonnant. Ouais, surtranspose, exactement. Et malgré le travail qu'on essaye, entre guillemets, de lobbying, ça prend énormément de temps à modifier toutes ces réglementations existantes. Donc, nous, chez Fred Bay, on l'a fait différemment. Et on s'est dit, comme on se prend une commission, comme toute marketplace de mise en relation, c'est qu'on a mis une commission beaucoup plus faible pour les entreprises françaises par rapport aux entreprises étrangères européennes inscrites sur la plateforme, pour essayer justement de les favoriser et pour les mettre en avant. Voilà, nous, ce qu'on a pu faire de notre côté, étant entrepreneur citoyenne française. Du coup, on a un nouveau message pour un ministre à nommer. C'est ça. Il n'y a pas de ministre des Transports non plus, mais là où on se parle, peut-être qu'il y en aura un. Du coup, pour le ministre des Transports, il y a un sujet de réglementation et Areva, elle est à disposition. Absolument. Un dossier de plus. Allez, on va se tourner vers l'avenir avec Next Step dans ces secteurs en pleine mutation. On va voir comment nos invités envisagent le futur.